Bonjour Nicolas, bonjour à vous tous. Je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous physiquement. Mais comme je disais hier à Nicolas, je vais essayer de vous donner le meilleur de ce que je connais par rapport à la tradition Bassa. Surtout tout ce qui concerne la féminité dans le Mbok Bassa. Mais comme le veut la tradition, je commence d'abord par me présenter moi-même. Je m'appelle Ngonjing Ngang Para Inje Ngang Bisu Bemang Mesom Lemaba Mayerewil Lobari Bekok. Je suis la veuve de Pout, Ipind, Iput, Bata, Bachang, Ibamba, Ibungu, Ibimik, Ibimimborbon et Hende Bekok. Je suis une fille et une femme Bikok. Je suis donc une fille et une femme Bassa. Assureur de formation, depuis que j'ai pris ma retraite, je me suis intéressée à la culture Bassa. La raison principale qui m'a amenée à m'intéresser à la féminité, c'est que je fais partie d'une famille de filles. Nous n'avons pas de frères. On en avait un, mais on l'a perdu prématurément. Nous sommes donc restés une famille de filles et j'avais la lourde charge de préserver l'héritage familial. Et dans cette responsabilité, je me suis heurtée à des soi-disant dispositions de notre tradition qui veulent qu'une fois mariée, la fille n'a plus rien à voir avec la famille de son père. Les tenants de cette assertion étaient nombreux. Ça, il faut le reconnaître. Et pour que je puisse m'en sortir, atteindre mes objectifs, c'est-à-dire sauvegarder l'héritage familial Njing, il fallait impérativement que je puisse donner des réponses aux différentes questions qu'il me posait et que je puisse trouver des solutions aux barrages qu'il mettait sur mon chemin. Je me suis donc lancée à la recherche de ce qu'est réellement la féminité dans le Mbok Bassa. Je percevais cela comme l'unique moyen pour pouvoir sauvegarder l'héritage de ma famille d'origine. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Bassa? Nous allons commencer par là. Et comment est-ce que j'ai travaillé sur le livre? Je n'ai pas travaillé seule. Je me suis rapprochée des Bambombok, c'est-à-dire les gardiens de notre tradition. Je suis moi-même fille de chef. Mon père était chef de 3e degré de la famille Logmaba en Konjok. Donc tout ce qui est chefferie, j'avais les données qu'il fallait. Maintenant, au niveau de la pure tradition, c'est-à-dire du Mbok, c'est là où j'étais en manque. Je me suis donc rapprochée des gardiens de la tradition. Ils sont cités dans mon livre. J'ai commencé par Mbomborba Kangba Tonje, qui est un médecin, et Mbombok, pour qu'il m'explique un peu qu'est-ce que c'est que ce peuple qu'on appelle les Bassa. Vous trouverez toutes ces données dans l'introduction du livre, parce que l'introduction du livre porte sa signature. Ce que je peux dire en quelques mots, c'est que pour Mbomborba Kangba Tonje, les Bassa partent de la région des Grands Lacs. Il y a plus de 6000 ans. Ils se sont dirigés vers l'Égypte, bien avant la dynastie des pharaons. Et au sein de cette dynastie, une fois qu'elle est arrivée, ils avaient la lourde charge de déceler quelle grossesse va donner naissance aux pharaons. Et cette tribu s'est donné le nom de Motoua, c'est-à-dire, si on veut traduire en français, puisque nous sommes en train de parler en français,
c'est-à-dire l'homo sapiens sapiens, un homme qui a l'intégralité de l'intelligence. Voilà comment il s'est défini. Comment est-ce qu'il était matérialisé? Il était matérialisé par une créature ayant comme couronne le soleil et avec comme caractéristique principale un gros pénis en érection. Voilà comment on représentait ce personnage. Voilà pour le point de départ. Et pendant mes recherches, j'ai rencontré un éminent professeur, le professeur Oumdigi, qui a fait de la langue égyptienne sa priorité et surtout la comparaison entre la langue égyptienne et la langue bassa. Ce monsieur m'a donné la preuve qu'effectivement, nous avons quelque chose à voir avec l'ancienne Égypte, uniquement à partir des formules de notre langue. Et j'ai été impressionnée par tout ça. Maintenant, j'ai également rencontré un autre Mbombok, qui est aussi un grand professeur d'université, Bombo Titi Mouel. Il est anthropologue. Pourquoi Bombo Titi Mouel? Parce que je voulais être sûre que ce qui sortira de mon livre correspondra aux données traditionnelles du Mbok par rapport au sujet. Bombo Titi Mouel, je me suis rapprochée de lui pour être sûre que par rapport à notre tradition, mon livre n'est pas hors sujet. Suis maintenant le grand professeur Bichabe Kori, qui lui n'est pas Mbombok, mais il est un de nos grands intellectuels, c'est un grand linguiste et c'est lui qui a été à la base de l'introduction de la langue bassa à l'école normale supérieure. Aujourd'hui, l'école normale supérieure sort des professeurs de langue et culture bassa au même titre qu'ils sortent des professeurs d'anglais ou de mathématiques ou de toute autre matière. Ce travail-là a été fait par le professeur Bichar Kouri. Et il est un grand linguiste. C'est un élève du professeur Bourman Djok. C'est eux qui ont mis le bassa moderne par écrit. Parce que je me suis heurtée aussi à ce problème, c'est qu'il y avait plusieurs façons d'écrire la langue bassa, puisqu'elle a été écrite en premier par les missionnaires. On se retrouvait donc avec la façon catholique d'écrire la langue bassa et la façon protestante d'écrire la même langue, ce qui ne pouvait pas faciliter la transmission. Et moi, un de mes objectifs était la transmission intergénérationnelle, que le fruit de mes recherches puisse être mis à la disposition des générations futures. Je me suis donc rapprochée de professeur Bichabe Kori et je lui ai dit que je voulais écrire en français et en bassa. Il a été formidable, il a accepté la proposition et le texte bassa a été écrit sous sa direction. C'est lui qui a corrigé. On s'est appuyé sur 16 élèves qui sont maintenant les professeurs de langue et culture bassa dans les lycées et collèges. Ils ont écrit d'abord, après le professeur Bicha a corrigé. Voilà comment est-ce que je me suis entourée pour sortir ce livre. Parce que l'objectif est que, en même temps qu'on apprend la culture, qu'on puisse aussi apprendre la langue. Et c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai fait le même livre en 2 versions. Il y a La femme en pays bassa, une socioculture de la féminité. Mais dès que tu tournes le livre, tu as Libak Limura Imbor Bassa. Il y a un côté qui est écrit en bassa intégralement et le deuxième côté qui est écrit en français. Et même par la suite, j'ai décidé d'adopter ce mode de travail dans tous les livres que je vais sortir par la suite. Parce que le travail m'a intéressée et je me suis dit pourquoi m'arrêter à ce niveau. Voilà un peu pour la présentation, la genèse du livre. Maintenant, le livre lui-même. Qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'est-ce que c'est que la féminité
dans le Mbok Bassa. Le Mbok, c'est quoi d'abord? Le Mbok, c'est la perception qu'ont les Bassa de la vie intégrale, visible et non visible. Et notre tradition dit que le lom ati basorol ba yirlebes, ça veut dire en français, il y a des termes qui seront difficilement traduisibles, mais j'essaye. Le lombe ati basoro ba yirlebes, ça veut dire que pour les Bassa, la culture descend directement de Dieu. Dieu ici, les Bassa l'appellent Ilolom. C'est de lui que descend l'enseignement dont ils sont dépositaires. Voilà comment est-ce qu'ils définissent ça. Moi, si on me demandait aujourd'hui de donner un mot français qui traduit le Mbok, je m'hasarderais tout simplement à dire que le Mbok, c'est l'univers. L'univers manifesté et l'univers non manifesté. L'univers avec l'intégralité de tout ce qu'elle comporte en termes de planètes, en termes de galaxies, en termes... Voilà là où prend naissance le Mbok Bassa. Le Mbok, c'est donc l'univers manifesté et non manifesté, visible et non visible. Tout ce qui existe, tout ce qui a déjà existé, tout ce qui existera après ce qui existe aujourd'hui et tout ce qui ne se manifestera jamais. C'est tout cela qu'on appelle le Mbok. Le Mbok Bassa est donc placé très, très, très haut. Et c'est là-bas qu'il faut se situer pour pouvoir le comprendre. Il est donc à la fois spiritualité, science, organisation sociale. Il est tout cela à la fois. Et à partir de là, ça devient intéressant. Parce que si c'est à partir de là qu'il faut aller chercher les éléments de la perception de la féminité, ça veut dire qu'on va aller chercher assez loin quand même. Donc, je me suis donc posé la question, une fois que j'ai compris ce que veut dire le Mbok, ce que veut dire la tradition Bassa, son origine, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette tradition dit à propos de la féminité? Je commence d'abord par dire comment est-ce que cette tradition voit et exprime et explique l'apparition de la vie. Le Mbok Bassa dit il y a deux formules qui sont utilisées pour expliquer l'origine de la vie dans le Mbok Bassa. La première formule, c'est que Ligwe Limbok ya Ibo Nkeri Ikek. Ça, c'est la première formule. Comment est-ce qu'on peut la traduire en français? Je pourrais dire au commencement, la vie s'est dotée d'une fente. Et de cette fente est sorti l'élément de la vie qui était destiné à s'incarner. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que notre tradition voit l'origine de la vie. Et la deuxième formule, c'est que Bibé l'homme yen abe, mou l'homme nous, nyen toum lingek abe pemel. Au commencement, il y avait de l'eau. Et c'est de cette eau qu'est sortie la première créature qui s'appelait Tumlingek. C'est terrible, hein? Mais là, on pourrait se dire qu'on rencontre un peu la théorie de l'évolution des Occidentaux un peu, de façon embryonnaire peut-être. Mais c'est comme ça aussi que les Occidentaux perçoivent le début de l'être humain, comme cette créature qui est sortie de l'eau et qui a engagé son évolution. Les Bassa ont la même perception de la chose, bien que notre civilisation soit antérieure aux travaux de Darwin. Notre civilisation est bien avant toutes ces découvertes, ce qu'eux ils appellent les découvertes. Notre civilisation le savait déjà. Donc voilà. À partir donc de ces deux formules,
Le ya, c'est quoi? Quand le mbok dit bébé ya ibo nkeri, ikek, ya, c'est la vie. Nkeri, c'est une fente. Ikek, ça veut dire donner naissance. Et le Bassa va donc plus loin en disant, c'est là où, étymologiquement parlant, l'origine, c'est là où naît l'origine du mot Moura en Bassa qui veut dire la femme. Moura en Bassa, ça veut dire mout, ya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette créature qui porte la vie en elle. Mout. Nous abiraning, mout, ya, cette créature-là qui porte la vie. Et le nkeri dont il est question ici, si nous revenons maintenant à la manifestation de la féminité et à la femme humaine qui incarne cette matérialisation, le nkeri, c'est tout simplement le sexe de la femme par où sort le bébé. Donc voilà, la femme en pays Bassa, dans la culture profonde du Bassa profond, c'est donc cette créature-là qui a la vie en elle. Et rien que cette découverte, ça m'a laissé sans voix. Parce que je me suis dit, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas reconnaître que c'est la femme qui porte la vie et en même temps lui donner tant de limites dans la vie. Et ça a aiguisé mon appétit de recherche. Et vraiment, je me suis lancée et ce que j'ai trouvé est passionnant. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Moutiya, la femme, est donc cette créature-là qui porte la vie. Et toute la culture Bassa est organisée autour de la protection de cette fameuse créature-là. Et le Bassa, la position sociale du Bassa se définit à partir de la position de sa mère. C'est partant de là que le Mbok Bassa s'est donc donné pour mission d'identifier chaque position que la femme peut occuper dans la vie. Le Mbok Bassa a donc organisé chaque position que la femme peut occuper. Parce que c'est seulement quand on organise la position de la femme qu'on peut organiser la position même de toute la société. Puisque le bébé qui naît, il est ce que sa mère est. Et chaque position donc de la femme a été bien étudiée, bien encadrée, bien organisée pour que la vie ne s'éparpille pas. Donc c'est une organisation sociale et c'est pour ça que j'ai donné au titre français une socioculture de la féminité quand je parle de la femme en pays Bassa, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit. Ces différentes positions donc de la femme, elles sont quoi? Il y a deux principales positions. Il y a le ngond et il y a le moi. Le ngond, la femme naît ngond et elle meurt ngond. Moi, je suis, et c'est de ce mot ngond que vient le diminutif ngo. Moi, par exemple, je suis ngond Lormaba, c'est-à-dire une fille de la lignée Lormaba. Je garde ce statut jusqu'à ma mort. Je suis mariée chez les Lorende, mais je reste ngond et Lormaba. Donc j'ai toujours un pied chez moi. Et ma famille d'origine doit intervenir. Il y a des volets où la famille d'origine intervient. À partir de là, donc, on ne peut pas dire quand tu reviens dans ta famille que tu n'as rien à voir là-bas. Ce n'est pas possible. C'est ceux qui le disent qui se sont coupés de la culture. Mais la réalité culturelle n'est pas celle-là. La femme est donc ngond, c'est-à-dire la femme. Et ensuite, elle est moi, c'est-à-dire l'épouse. Voilà les deux principales positions. Mais chaque position
a des sous-positions. Parce que là, c'est la globalité. Quand tu prends donc Ngonde, qui a donné Ngo. Ngo, c'est la fille de. Je suis Ngonjing, c'est-à-dire la fille de Monsieur Njing. Mais je suis Ngonde Loromaba, c'est-à-dire une fille de la lignée Loromaba. Voilà ce qui me caractérise. Et je suis donc maintenant moi Puripid, c'est-à-dire l'épouse de Puripid. Et à la mort de Puripid, je suis devenue Yik Puripid, c'est-à-dire la veuve de Puripid. Voilà un peu le cheminement en gros. Prenons donc le premier terme qui est le Ngonde. Ngonde. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est que Ngonde en Bassa, pour mieux comprendre comment le Bassa perçoit la féminité. Pourquoi il a appelé la femme Ngonde dès sa naissance? Ngonde en Bassa, c'est quoi? Ngonde en Bassa, c'est le pistache, tout simplement, aussi simple que ça. Parce que nos ancêtres partaient de la nature pour comprendre comment les choses se passent. Ngonde, c'est donc le pistache. Quand tu prends le pistache, la boule de pistache, quand tu la prends et que tu la fends, qu'est-ce que tu trouves à l'intérieur? Tu trouves les graines de pistache qui sont logées dans des petits lacs. Et ces graines de pistache, elles représentent quoi? Elles représentent seulement les germes originels de la vie. Parce que chaque graine de pistache là va te donner naissance à un arbre, à une racine ou qui va te donner des pistaches à n'en plus finir. Donc voilà comment le Bassa, au départ même, conçoit la femme. C'est-à-dire c'est cette créature-là qui a en elle toute la vie en devenir. Elle porte les germes qu'on pourrait définir aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le mot médical. Je ne sais pas si c'est les ovaires ou les ovules, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a quelque chose à voir avec ce que les Blancs, dans leur science, appellent les ovures ou les ovaires, je ne sais pas très bien. Voilà comment notre Mbok ramenait donc au niveau compréhensible ce que c'est que Ngonde. Et vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, elle était donc identifiée comme cette créature qui, portant la vie en devenir, portait aussi en même temps toute la lumière donc de sa famille. Donc la femme, non seulement elle porte la vie, mais elle porte également toute la lumière qui permet à la vie de s'épanouir. Elle est donc Ngonde. Et c'est pour ça que lorsqu'une fille va en mariage, dans notre tradition, ce qui l'accompagne, c'est uniquement le Nkonongonde. Ses mamans l'accompagnent uniquement avec le Nkonongonde. Le Nkonongonde, c'est le fameux mets de pistache. Et le Nkonongonde, savoir faire le Nkonongonde dans la tradition Bassa pour une femme, c'est parfaire l'art culinaire Bassa. Donc il y a tout ce mélange de symboles qui nous permet de comprendre à quel niveau est située la féminité dans le monde Bassa. Dans le Ngonde donc, on a le Manmoura, c'est-à-dire le bébé fille, on commence par là. Parce que la différence des genres est une donnée fondamentale de notre culture. Dans notre culture, il n'y a pas de mélange entre les genres, il n'y a même pas d'interférence. Le genre masculin reste le genre masculin, le genre féminin reste le genre féminin. Chacun est sur sa raille et il travaille côte à côte. Il n'y a pas de l'un qui est situé derrière l'autre. Non, non, non. Donc, voilà un peu. Cette distinction commence donc dès la naissance. Une fois que le bébé naît, il entre dans la case de Ya, il entre dans la case de Ya donc pour, soigner le nouveau-né et deux, retaper physiquement la maman. Pour les filles, la sortie de cette case post-natale se fait après 4 jours. Pour les garçons, c'est après 5 jours. Au bout donc de ce délai-là, il y a ce qu'on pourrait appeler le baptême de l'enfant, c'est-à-dire son père lui donne un nom. Quand c'est une fille, le nom
qu'on lui donne à sa naissance, à la sortie d'une Daria, les Bassa appellent ce nom Jolindarnyang. Ça veut dire le nom qu'elle porte dans la maison de sa mère. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la naissance, à la sortie d'une Daria, le papa confie, elle met la fillette sous la protection intégrale de sa maman. C'est dans la maison de sa mère que va faire son éducation. C'est là où elle va acquérir le savoir-faire féminin Bassa. Et c'est pour ça que les Bassa disent si tu veux aller épouser une fille quelque part, regarde sa mère. Parce que tout ce qu'elle a en termes de connaissances concernant sa nature propre lui a été donné par sa mère. Et à travers donc sa mère ou au-delà de sa mère, par tout le genre féminin de son clan. Après, donc ça, c'est donc le manmura, c'est-à-dire le bébé-fille. Quand on dépasse ce stade-là, on entre dans le ngondmura, ça veut dire une fille qui a atteint sa puberté. Dans notre tradition, c'était autour de 15-16 ans qu'on disait qu'elle est prête pour le mariage. À 15-16 ans, nos mamans se mariaient, nos grands-mères se mariaient généralement à 16 ans. À partir de 18 ans déjà, on dit qu'en saïli compte, ça veut dire que ce n'est pas bon signe. Il fallait se marier entre 16 ans et 18 ans. Donc, à partir de là, donc, il y a plusieurs voies. La première voie chez nous, c'est que le géniteur, c'est-à-dire le papa, dans notre tradition, il a le droit de refuser d'envoyer sa fille en mariage si les raisons sont valables. Et l'unique raison valable chez nous, c'était la prospérité de la famille. Et la prospérité de la famille ne reposait pas sur les biens matériels comme aujourd'hui. La prospérité de la famille reposait sur la transmission des valeurs, la protection de la terre, la culture de l'amour fraternel. C'était ça, les valeurs. Lorsqu'un parent s'aperçoit donc que c'est sa fille qui peut élever rapidement et de la meilleure manière s'aligner, il a le droit de dire que cette fille ne va pas en mariage. Et cette fille s'appelle Tolorngond. Ça veut dire qu'elle a été Tol, ça veut dire choisir. Ça veut dire qu'elle a été choisie par son père. On ne le fait pas en cachette. Parce que, comme on a dit, Ngond Lormaba, ça veut dire que tu appartiens à une lignée. On ne le fait donc pas en cachette. Le papa réunit donc toute la famille et dit à la famille que voilà, ma fille qui s'appelle Ngonjeng n'ira pas en mariage. Elle va rester ici et c'est elle, je lui donne la responsabilité d'une partie de ma famille. Et après cela, ça veut dire le papa fabrique donc cette fille qui a été choisie par lui. Il la fabrique. Il la fabrique comment? Elle n'ira plus en mariage. Donc la famille ne va plus un jour manger la nourriture des djermongond et tout ça. La personne ne viendra la doter. 2. Il lui donne une partie de son héritage parce que cette fille-là n'est pas sous la responsabilité d'un de ses frères. Elle est vraiment autonome. Son père en fait un garçon, entre guillemets. Mais nous savons que la différence des genres est fondamentale. Mais dans les attributs, il en fait carrément un garçon. Voilà, donc c'est cette fabrication-là qu'on appelle Uungungond. On dira un tolngond quand tu as choisi Uungungus, c'est-à-dire tu fabriques. Cette fille-là, donc, son père lui donne une partie de son héritage qui, dans la culture, se résumait à la terre. Et elle va s'installer là-bas, dans sa terre.
Et les hommes viennent là-bas et elle fait sa propre lignée dans la maison de son père. Ses enfants n'appartiennent pas à son père, ses enfants n'appartiennent pas à ses frères, ses enfants lui appartiennent à elle-même. Et j'ai le privilège de faire partie d'une lignée qui descend d'une fille. Parce que je vous ai dit que je suis Ngonde Lormaba, mais il n'y a pas dans le Lormaba, chez nous les Recoques, c'est ce qu'on appelle les Lorbari. Et c'est la progéniture de Yerewil. Et il n'y a pas dans la progéniture de Yerewil un garçon qui s'appelle Maba, non. À la traversée de la Sanaga, avec sa femme, Ngobake, et il a fait un premier enfant, c'était une fille. Et il a dit, comme j'ai traversé, maintenant je ne suis plus Babimbi, je suis Bukok, cette première fille, ce premier enfant que j'ai eu ici, il ne va pas en mariage. Et il lui a donc donné le surnom de Maba, c'est-à-dire le commencement de quelque chose. Et il lui a donné son terrain. Et voilà comment nous, on descend de là. Donc, depuis mon jeune âge, moi, la première chose que mon père m'a enseigné, c'est que nous descendons d'une fille. Vous comprenez, donc rien qu'à partir de là, on voit ce qu'était la femme. Ce n'est pas ce qu'on vient nous dire aujourd'hui après la rencontre avec d'autres cultures qui n'ont pas la même estimation du genre féminin. Donc, voilà donc ce qu'on appelle Tolorngond, Mungangond. Après, tu as ce qu'on appelle Tolangond, c'est-à-dire que une fille que personne n'a choisie, son père ne l'a pas choisie, un autre homme n'est pas venu la choisir. Elle reste donc dans la maison de son père, celle-là. Son père ne l'a pas choisie. Il aurait bien voulu qu'elle se marie, mais personne n'est venu la choisir. Cette fille-là, elle s'appelle Ambassa Tolangon. Ça n'a rien de péjoratif. Ça veut dire tout simplement que c'est une fille que personne n'a tol, c'est-à-dire personne n'a choisi. Elle reste donc dans la maison de son père. Celle-là est différente. Les enfants qu'elle fait dans la maison de son père sont les enfants de son père. Elle n'a rien en propre. Et il se trouve même parfois que, même vers la fin de sa vie, la Tolangon trouve un époux, quelqu'un qui vient la prendre, soit un veuve, soit quelqu'un qui veut les enfants et qui s'aperçoit qu'elle est féconde, et on vient la chercher, alors qu'elle a déjà fait 2 ou 3 enfants dans la maison de son père. Les enfants de Tolangon appartiennent donc à son père. Ils sont les enfants de son père. Voilà donc, on a le Tolongon et on a le Tolangon. Les Bassa ont ce qu'ils appellent le Kunurungond. Ça veut dire la fille marquée. Kun, ça veut dire une marque. Kunurungond, ça veut donc dire la fille marquée. Qu'est-ce que c'est que la fille marquée? La première préoccupation du Bassa, c'était la sauvegarde de sa lignée. Donc nos parents passaient ici, nous maintenant, on veut construire des maisons, on veut acheter beaucoup de voitures, avoir beaucoup de diplômes. Non, eux, ils scrutaient leur lignée pour voir à quoi elle va ressembler dans 2 générations, dans 3 générations, dans 4 générations, dans 10 générations. Lorsqu'un Bassa s'apercevait donc que dans les générations qui suivent, il y a des signes qui montrent que sa lignée peut s'éteindre. On avait toute une science qui consistait à arrêter ce processus. Et il se trouve que seule la femme pouvait servir à ça. Comment est-ce que ça se passait? Quand un Bassa découvre que dans 5 générations, peut-être, pas peut-être, dans 5 générations, sa lignée peut s'éteindre, il va donc il va consulter les oracles et les oracles avaient cette possibilité de lui dire que dans tel village, il y a un monsieur qui a une femme qui s'appelle telle, parce qu'il y avait la polygamie, il fallait donner le nom de la femme en question. Il y a une femme qui s'appelle telle et cette femme-là, elle est enceinte. Et dans le ventre là, se trouve une fille.
Et c'est cette fille qui va relever ta lignée. Il faut aller la chercher. C'est assez complexe, mais ça nous montre tout simplement le niveau de connaissance qu'ils avaient par rapport à la maternité. Et moi, j'ai vu en cela aussi les restes de cette connaissance dont parle Mbombo Bakang Batonje au niveau de l'introduction, quand il dit que c'est le Bassa qui savait quelle grossesse va donner naissance au pharaon, puisque le Bassa a gardé cette connaissance de savoir quelle grossesse va relever sa lignée, quelle grossesse va faire en sorte que sa lignée ne puisse pas s'éteindre. Il avait cette connaissance. Et dès qu'il avait donc toutes ces données, il se dirigeait vers cette famille, il allait là-bas et il trouvait exactement comme il lui a été indiqué, et il dotait cette fille qui était encore dans le ventre. Et c'est cette entente autour d'un fœtus qu'on appelle une marque. C'est-à-dire on a marqué le fœtus. Aujourd'hui, avec la rencontre avec d'autres cultures, on peut toujours dire que oui, c'était la vente des bébés, c'était tout ce que tu veux, mais ce n'était pas ça, s'il vous plaît. Si vous voulez comprendre la tradition, il faut essayer un peu de nous plonger dans l'esprit de cette tradition. Si on veut essayer de comprendre en restant dans ce que nous sommes aujourd'hui, ça ne va pas être possible, ça ne peut même pas être possible. On allait donc là-bas, on s'entendait, les familles s'entendaient exactement comme pour un mariage normal. Et on donnait tout ce qu'il faut. Et une fois que le bébé naissait, on le laissait là-bas, on s'entendait sur combien de temps il va passer là-bas. Après, on l'amène. Il se trouve que là également, moi, je suis d'une lignée qui rassemble tout ça. Le papa la maman de mon père fait partie de ces filles marquées. Elle est venue en mariage, on l'a amenée chez son mari, dans la famille où elle devait assurer la survie de la lignée. On l'a amenée, elle avait 7 mois. On la portait sur le dos. Donc, c'était des réalités. Voilà donc. Et j'ai fait une petite étude. Ça ne figure pas dans mon livre. Quand j'ai découvert ça, j'ai essayé de voir un peu, puisque moi-même je descendais de cette famille. J'ai essayé de voir au niveau Bassa s'il y a d'autres familles qui sont dans la même situation. J'en ai trouvé une bonne dizaine. Et ce qui est terrible, c'est que c'est vrai. Quand on arrive dans ces familles-là, on trouve qu'effectivement, plusieurs générations après, il n'y a que la progéniture de cette fille qui est restée. Chez ce monsieur qui avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, tout s'est éteint. Il n'y a que cette femme-là qui a maintenu la lignée. Ça veut dire que si nos parents n'avaient pas cette science, il y a beaucoup de lignées Bassa qui se seraient éteintes. Mais malheureusement, heureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Et moi, je suis une preuve vivante de ça. Parce que ma grand-mère, elle s'appelait Gonden Missong. Elle est passée par là. Voilà, donc cette fille-là, on l'appelle donc Nkunur Ngond. Maintenant, quand tu finis à ce niveau, tu tombes sur le Ngwa. Le Ngwa, c'est quoi? Le Ngwa, c'est donc une fille qu'on est venu chercher son père pour l'amener ailleurs, pour qu'elle aille fonder sa famille. Et là également, je ne vais pas entrer dans la description de comment se fait le mariage en pays Bassa. Parce qu'en pays Bassa, les femmes n'organisent pas le mariage. Elles ne sont pas les officiantes du mariage. C'est les hommes qui officient lorsqu'il s'agit du mariage. Donc, je n'ai pas jugé nécessaire d'aller fouiller là-bas dedans. Mais ce que je retiens, ce que nous devons retenir, c'est que le moi, c'est la femme mariée. On est parti la chercher chez ses parents, on a rempli toutes les conditions requises, on l'a amenée dans une autre famille et elle est devenue l'épouse du monsieur qui l'a choisi. Voilà. Au niveau du moi également, donc, nous tombons sur plusieurs variantes.
D'abord, cette Ngoa-là s'appelle Ngwandap. Ndap, c'est quoi? Ndap, c'est la maison. Ngwandap. C'est comme ça que les Bassa appellent la femme mariée. Ngwandap. Pourquoi Ngwandap? Parce que chez les Bassa, il y a deux choses qui parachèvent la maturité d'un garçon. La première chose, c'est Ndap. Mourdap, Mourmang, Dab, non. Quand tu nais, tu construis ta maison. Quand tu as déjà un certain âge, tu construis ta maison. C'est la maison qui montre que tu es sorti de la dépendance paternelle. Mourmang, Dab, non. Maintenant, une fois donc que tu as le Dap, tu as le Ngwa Dap. Ngwa, ça veut dire la limite. La femme devient donc, elle constitue donc la limite de ta maison que tu as construite. C'est-à-dire, en fait, avec la femme, tu poses donc maintenant les limites de ton action en tant qu'homme accompli. Donc voilà, je ne sais pas, quand on doit traduire tout ça en français, c'est très compliqué, mais j'espère que je parviens quand même à me faire comprendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu. En tout cas, j'aimerais tellement. Le Ngwandap, donc voilà ce que c'est. Maintenant, au niveau du Ngwandap, nous avons, puisque la polygamie chez nous était admise, il faut aussi reconnaître que chez les Bassa, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres cultures, chez les Bassa, c'est les femmes qui ont instauré la polygamie. Tout simplement parce que la polygamie leur permettait de mieux gérer leur statut de femme. Parce que la femme, en tant que porteuse de vie, en tant que garante de la qualité de cette vie-là, elle a des interdits donnés par la tradition, des interdits qu'elle s'est donnés elle-même pour pouvoir mieux gérer la vie, aussi bien pendant la grossesse qu'après la grossesse. Et les femmes travaillaient conjointement. C'est-à-dire que chez nous, la maternité est l'œuvre de l'intégralité des femmes. Ce n'est pas, c'est une porte la grossesse, mais toutes travaillent pour cette grossesse-là, en protégeant leur égrégore de manière telle qu'elles aient tel type de pensée, tel type d'attitude, tel type de parole, des choses qu'elles ne doivent pas faire. Tous ces interdits sont là pour protéger la femme et partant protéger la vie qu'elle porte en elle. Nous avons ce qu'on appelle, là où je voudrais également dire quelques mots, ce qu'on appelle une kokoba. C'est-à-dire chez les Bassa, c'est la famille, c'est l'homme qui donne une épouse à son fils. Tu ne te lèves pas, tu vas seulement prendre l'épouse comme ça se fait maintenant. C'est ton père qui doit remplir toutes les obligations vis-à-vis de l'autre famille. Or, il se trouvait que le papa n'a pas les moyens pour pouvoir jouer ce rôle. Qu'est-ce que le garçon fait? Il va dans la famille de sa mère. Et quand il arrive dans la famille de sa mère, ses oncles maternels sont obligés de lui trouver une épouse. Et s'il se trouve qu'eux-mêmes aussi sont en cours de moyens, il choisit une épouse parmi les épouses de ses oncles. Tu ne prends pas chez un oncle qui a une ou deux femmes, non. Tu vois celui qui est vieillissant et qui a 10 femmes, je ne sais pas moi trop combien. Tu choisis parmi les plus jeunes parce que l'objectif ici n'est pas le libertinage, mais aller fonder une famille, celle qui peut procréer. Et ton oncle vous donne sa bénédiction et tu amènes cette femme chez toi. Cette femme-là s'appelle Kokoba. Maintenant, on a ce qu'on appelle le Tembengonde. Ça dit tes parents t'ont donné un mariage, mais le mariage n'a pas marché et tu reviens. Cette fille-là qui revient dans sa famille d'origine, elle n'a pas de droit là-bas. Parce que surtout si elle a les enfants. Parce que ses oncles ont le devoir de faire grandir leurs neveux et de les ramener dans la famille de leur papa. Et généralement, quand les neveux repartent, ils repartent avec leur maman. Donc cette femme-là, qui est Tembengonde, elle est là juste pour un temps, le temps que les enfants grandissent et qu'on les ramène chez eux. Des cas dans notre culture, aujourd'hui même, chez le pays Bassa, on a des cas comme ça, beaucoup de cas, des gens qui ont grandi chez leurs oncles maternels et qui sont revenus dans leur famille. Il y a ce qu'on appelle le ngobi, c'est-à-dire l'épouse d'accompagnement. Quand une jeune fille allait en mariage, on lui donnait peut-être une sœur, une petite sœur ou une petite cousine qui était là. Elle était
pour aller l'aider à élever les enfants et tout ça. Si dans la famille de son mari, quelqu'un trouve cette fille-là bien, il l'épouse. On ne vient plus, ou le mari lui-même, ou la femme elle-même, elle estime que c'est cette fille-là qui est bien pour elle, elle s'arrange pour qu'elle devienne l'épouse de son mari. Celle-là, on ne la dote plus. Cette famille-là la prend directement là-bas où sa sœur est partie en mariage. Nous avons ce qu'on appelle le Tchakopson. Le Tchakopson, c'est quand une femme part en mariage et elle meurt prématurément en laissant de très jeunes enfants. Par exemple, elle meurt après la première maternité ou après la deuxième maternité. Les enfants sont encore très jeunes. C'est là où sa famille d'origine choisit parmi ses sœurs une sœur pour aller s'occuper de ses enfants. Et elle devient aussi l'épouse de son mari. Cette fille-là, on l'appelle le Tchakopson. Kopson, tout le monde sait ce que c'est le coq qu'on donne à ceux qui ont fait la tombe. Tcha, ça veut dire payer une dette. Mais tcha, pile, j'ai commencé à payer une dette. Tchakopson, donc, c'est cette fille-là qu'on donne au beau-fils pour le soutenir dans sa douleur. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, mais il faut comprendre, je vous assure que le but ici, c'était uniquement la protection de la vie et le souci de faire en sorte que la vie soit dans les meilleures conditions possibles. Voilà donc pour ce qui est des différents statuts de la femme. Ce qu'il faut aussi comprendre, à mon avis, c'est pourquoi est-ce que la femme a tant d'interdits. Les interdits de la femme dans notre culture ne sont pas une brimade. Notre civilisation avait une parfaite connaissance de l'énergie de la féminité. Il faut aller chercher la raison d'être des interdits dans la valeur énergétique des aliments. Et tous ces aliments qui avaient une énergie incompatible avec l'énergie de la féminité, on demandait aux femmes de ne pas les manger. C'est tout. Et il se trouve que ces aliments-là sont nombreux. Malheureusement, nous les consommons aujourd'hui avec toutes les conséquences dont on ne mesure même pas la portée. Voilà donc, maintenant, si je peux me permettre, nous sommes dans ce vaste rendez-vous du donner et du recevoir. Tout est devenu, notre chère planète est devenue un village. Qu'est-ce que le peuple Bassa apporte en termes de réflexion dans toute cette masse de connaissances qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce que le peuple Bassa apporte? À mon avis, nous avons notre culture, la richesse de notre culture. Nous avons cette richesse de notre culture que nous devons réinterroger, que nous devons essayer de nous réapproprier, bien que ce soit très difficile. On ne va plus le faire comme du temps de nos ancêtres. On va le faire à partir de ce que nous sommes devenus. On revise toutes ces données culturelles à la lumière de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, et on peut donc définir ce que le Bassa peut apporter en termes de réflexion sur ce qu'est la vie, sur comment on doit la mener, sur les raisons même qui nous ont poussés à cette situation où nous sommes aujourd'hui, et puis les voies et moyens qui peuvent nous permettre de sortir de là. Je vous remercie.